Bonjour, Aslamanoun, Marahba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou. Meshahou. Dans cet épisode, je rencontre Sarah Mehem, chef d'entreprise de l'agence Oxymuse, spécialisée dans le social media. J'ai voulu rencontrer Sarah car comme tu as dû le remarquer, durant la période du confinement et de l'année 2020 en général, les réseaux sociaux ont tellement pris une place énorme dans notre quotidien, et pendant que moi je faisais du pain, je regardais des séries, je jouais avec mes enfants, j'ai même tenté de faire l'école à la maison. Oui, mais sans grande conviction ni résultat d'ailleurs. Du coup, le prix Nobel ne sera pas pour cette année. Sarah, elle, exerçait son métier dans un contexte très particulier. Un boom exponentiel en charge de travail dans un monde qui vivait au ralenti. Et c'est pour cette raison, et d'autres aussi, que j'ai voulu qu'elle nous en parle. Avec Sarah, nous avons parlé du métier de chef d'entreprise, des valeurs du travail et de l'exigence, du télétravail durant le confinement, et nous avons beaucoup ri de sa méfiance à ce que je lui fasse sa Meshahou. Meshahou, Meshahou. Je sais comment tu vas faire. Comment je vais faire quoi? Tu sais comment tu vas me poser les questions. T'es sur la méfiance. Ça va, dis que t'as Moussou, ça. Ouais, c'est ça. J'ai qu'un Moussou, ça. En plus, j'ai aucun souci. En tout cas, merci beaucoup, Je Sarah. t'en prie, vraiment. Je sais pas ce que je fais là, mais... non, mais c'est vrai, je sais pas ce que je fais là, mais c'est vrai. Non, mais là, franchement, c'est pas ça ma question de stress. Je sais pas ce que je fais là. Je suis partie. Dans quel sens? Oui, tu m'as déjà fait la remarque, c'est pas... Oui, mais c'est des artistes quand même que... Non, il y a pas que. Franchement, c'est très hétéroclite, hein, les D'accord, invités de Meshahou. En fait, moi, j'écoutais pour aller au métro. Ouais. Donc, de la maison du Télémli jusqu'au métro, ça me faisait le trajet. Et ensuite, bon, il y a eu le Covid, donc plus de métro. Et du coup, tu fais comment? Pour me déplacer, pour écouter les podcasts. Les deux. Pour me déplacer, je vais en voiture avec Camille ou pour écouter les podcasts. En général, si j'écoute, pas tout le temps, oui effectivement, j'écoute quand j'ai envie de me déconnecter. Bon, c'est pas non plus la bonne méthode, mais le soir quand je joue en fait, moi je joue beaucoup à Candy Crush, j'adore ça. Et ça fait des années que je joue à ça. Et des fois, je trouve qu'en fait, mon cerveau est concentré sur une seule chose et je sais pas que je stresse, mais j'ai besoin d'avoir autre chose. Je me dis, je perds du temps. Faut que j'arrête d'ailleurs avec ça. Et donc, du coup, je mets un podcast. Je me dis, non, Sarah, je vais pas mettre un podcast sur social media, un truc qui détend plutôt. Donc, c'est ou Meshahou ou le magazine M. Oui. Le concept est à la con, mais je l'adore. Ouais. Genre, la nana, elle rentre chez les gens et tu racontes ce qu'il y a chez les gens et tu parles de gens et toi, t'es en train d'écouter ça et en mode, ouais, c'est sympa. Des fois, je connais même pas la personne. Je cherche même pas sur Google, ça m'intéresse pas, en fait. Ouais. Je m'en fous. Ouais. Et la voix, elle est pas non plus, elle a pas une voix de ouf. De ouf, ouais. Mais t'es là en train de rentrer dans l'intimité des gens via le son. J'adore le son, en fait, voilà. Et sinon, j'écoute quoi aussi, ces trucs qui me détendent? Ah oui, non, France Inter. Il était Autant n'emporte le temps. Oh, j'adore. Je suis déçue après parce que tu connais le personnage, parce que c'est de l'histoire, donc ça existe, c'est vrai. C'est comme quand je regarde un film historique, papa me dit, mais tu connais la fin en fait. Pourquoi tu stresses? Tu sais, il va mourir.
Ils ont vraiment existé. Et du coup, t'es plus podcast ou lecture? Bah écoute, j'étais beaucoup lecture avant Ali. Ouais. Ensuite, avec Ali, plus du tout, parce qu'il était avec nous dans la chambre, donc on pouvait pas allumer la lumière. Et du coup, c'est là où j'ai découvert les podcasts. Et par contre, j'arrive pas à reprendre les livres parce que c'est bête, parce que c'est faute de temps, parce qu'on n'avait plus Ali avec nous dans la chambre. Mais ça va être, en fait, je vais aller dormir. En général, au moment d'aller dormir, ce qui n'est pas bon, je vais gérer les derniers trucs, c'est-à-dire répondre à des messages, j'ai pas eu le temps de répondre, ou des choses comme ça. Et ensuite, pour me détendre, Candy Crush, podcast, mais ça me manque de bouquiner. Ça me manque. Ah si, ça fait très longtemps que j'ai pas pris un livre, j'ai honte. J'ai pas de table de nuit, en fait, c'est pour ça. Ah. Je suis sûre. On va t'offrir une table de nuit. Juste pour avoir le livre à côté. En plus, j'ai acheté plein de livres, j'en ai lu aucun. Dès que je rentre dans une librairie, j'achète un livre. Par contre, ça, c'est, j'en achète un pour Ali, un pour moi. Donc, ça, automatiquement. Ah oui, non, mais même lui, il adore les livres. En fait, ça a déjà commencé. Et c'est quoi le dernier livre que t'as lu qui t'a super ému? T'as pas envie de savoir? Si, puisque je te pose la question. Mais sinon, je t'aurais pas posé la question. 9 mois de grossesse. Mais c'était une copine qui m'a offert un livre. C'était un truc autour des fraises. Ça s'appelait Envie de fraises ou un truc comme ça. Mais c'était les étapes, en fait, bébé, comment il évolue. Ben oui, c'est émouvant, ça, de voir son bébé, puis tu suis en même temps. Mais je l'ai lu religieusement, ce bouquin. Voilà, ça, c'est... ça, c'est le dernier livre. Mais ça m'a, pour te dire, le dernier livre qui m'a ému. Après, ça dépend de l'émotion. Bon, je suis pas la bonne Chibikaya. Donc, mais qui m'a zazané, je dirais plutôt ça. Mais que je n'ai pas encore fini, enfin j'ai pas fini tous ces tomes, c'est Harari, Sapiens. Bon, lui il m'a zazané parce que dans le sens où il te raconte un peu comment l'humain est devenu humain, comment il vit en société, comment on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, en fait, la connerie humaine ou pas, on sait pas. Est-ce que tu peux te présenter à nous, Sarah? Ah ben oui, on l'a pas encore fait. Bonjour. Donc, je m'appelle, je le fais maintenant, je m'appelle Mahchem Sarah, Nadia, mais ça sert pas à grand chose. Je suis pas Madame Mahchem, je m'appelle Madame Bayani, parce qu'on a tendance à m'appeler Madame Mahchem, mais je commence un peu à l'instaurer. En fait, Bayani, je l'utilise comme Beyoncé, tu vois, quand elle prend un modèle. Elle fait Madame Carter. Donc moi aussi, quand je réserve mon resto, c'est Madame Bayani, mais dans la vie, je suis Beyoncé. C'est bien, c'est vachement bien. Voilà. Non, plus sérieusement, donc je m'appelle Mahchem Sarah, j'ai 37 ans, je suis une maman d'un petit Ali qui a 2 ans, bon, bientôt et demi. Et puis je suis, alors je sais pas, j'aime bien parce que pour faire tendance, il faut dire entrepreneur. Mais moi j'aime bien dire chef d'entreprise, je comprends pas pourquoi on a banni le mot chef d'entreprise. Et du coup, le chef, tu l'écris comment? Non, avec un seul F. Non, je suis désolée. Non, j'arrive pas. Bon, là, par contre, je vais me faire taper sur les doigts. Je sais, je suis désolée. Mais chef feu, non. Déjà qu'on ait décidé de dire entrepreneur au lieu d'entrepreneuse, c'est déjà pas mal. On a évolué. Mais chef, je sais pas, c'est-à-dire que la révolution, elle se fait... Oui, c'est dans les détails que s'habille le diable, je suis d'accord. Mais j'ai du mal, je sais pas, chef, c'est chef. Voilà. C'est-à-dire que, pourquoi il n'y a pas de sexe, en fait, dans ce... on va arriver à la question, tu es née femme, tu deviens femme. Je ne chercherai pas une sortie sèche. Ça va, allez, faut que j'arrête de réfléchir, je sais. Non, mais je pense, c'est-à-dire que... Moi, j'aime pas écrire chef avec deux F. Je trouve que c'est moche à l'écrit. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts parce que ça, il n'y a pas de petite ou de grande révolution. Je crois beaucoup aux détails parce qu'on m'a toujours répété que le diable était dans les détails justement et que c'est les détails, c'est les petites choses qui font les grandes choses. Je suis chef, c'est pas une question d'être femme ou homme. Je suis chef. Après, ce même chef, ça veut rien dire. Chef, c'est juste... En fait, je pense que j'aime bien dire chef d'entreprise parce que pour le coup, c'est un vieux truc. Quand j'étais petite, je pensais que chef était un métier. Quand je disais à papa, tu fais quoi? Il me disait, je suis chef. Chef, voilà, chef. Et tout, à chaque fois, il me disait, je suis... Et même à la maison, il disait, ouais, c'est moi le chef. Et donc, pour moi, c'était un métier d'être chef. Il me disait, quand je serai grande, je serai chefette. C'est le féminin de chef. Parce que je disais, je vais pas être chef, je peux pas, je suis une fille, donc je serai chefette.
Donc j'avais trouvé. Et donc du coup, j'aime bien dire chef d'entreprise. Je pense que c'est un subconscient, sachant que j'ai pas voulu forcément être chef d'entreprise, parce que oui, je suis chef d'entreprise d'une agence qui a 7 ans maintenant et qui est dans le social media. Et je pense qu'il y a un subconscient du mot chef. Après, j'aime pas le chef. C'est-à-dire même entrepreneur, tu entreprends au début, mais après, en fait, avec le temps, c'est-à-dire tu installes vraiment, quand les choses sont installées, c'est pas dirigé, tu manages. Voilà, c'est du management, et du coup, il y a ce côté, c'est-à-dire directeur ou chef d'entreprise, c'est-à-dire t'as quelqu'un, c'est un leader qui va prendre, en fait, le relais. Donc, je me considère pas du tout comme entrepreneur, et j'ai pas non plus de start-up. Voilà, ça aussi, c'est les buzzwords là. J'ai pas de start-up, j'ai eu une TPE. Au bout d'un moment, faut arrêter d'essayer de rentrer dans des cas, parce que c'est tendance, parce que c'est in. Mais ça, on gagne, je pense, avec l'âge. Ouais. Voilà, à 20 ans, on le comprend pas forcément, on a envie d'être in aussi. Ouais. Et vestimentairement parlant, tu te sens in ou pas? Je me pose pas la question, en fait. Oui, sans le vouloir. Dans le sens où on achète tous nos fringues dans les mêmes boutiques. Mais je vais pas, par exemple, renouveler ma garde-robe. Enfin, je vais pas arrêter de porter une robe parce que elle est plus tendance. Voilà, je vais porter une robe parce qu'elle est déchirée ou parce qu'elle est usée. Et puis c'est tout. C'est-à-dire que moi, j'ai des vêtements que j'ai depuis... j'ai pas d'exemple sur moi, c'est pas crédible. Mais j'ai des foulards ou des chaussures qui ont 5 ans, 6 ans. Je les utilise encore, mais c'est pas parce que c'est plus tendance d'avoir du pointu, il faut mettre du carré. J'ai essayé quand j'étais jeune, mais j'ai pas pu. Parce que mes parents ne voulaient pas forcément ne me donnaient pas les moyens. Tu sais, je détestais les genres de parents qui faisaient tout pour que leur gosse soit... Ce que je serais avec mon fils, quoi. Pour que leur gosse soit comment? Soit in. Ouais. Tu vois, donc, tu vois, par exemple, moi, c'était strictement interdit de me brushiner les cheveux. J'avais pas les cheveux bouclés. Donc, j'avais des cheveux de merde. Voilà, je savais pas quoi faire, tu vois, t'avais tout le truc avec avec Madame de Léjas. Genre, les repousses, mon dame, c'était sec, il n'y avait pas de crème, on n'avait pas non plus beaucoup de choix dehors et tout, enfin en magasin. Et du coup, je pouvais pas être dans les tendances des cheveux lisses. J'avais ma copine qui avait sa maman qui était coiffeuse. J'étais là, oh, la chance. Moi, ma mère m'a toujours coupé les cheveux. Jusqu'au jour, je dis, maman, ça y est, t'arrêtes de les couper court parce que tu n'arrives pas à les coiffer. T'as des cheveux... Elle m'a répété toute ma vie que j'avais des cheveux dégueulasses. Et du coup, un jour, j'ai trouvé une solution. J'ai commencé à les tresser. Donc, j'ai passé tout le lycée à me tresser toute seule les cheveux. Et à la fin, j'ai trouvé la solution des bouclettes. Et pourquoi je disais ça déjà, je sais plus. Non plus, c'est pas grave. Franchement, je m'en rappelle plus. Voilà. Mais j'étais pas... Donc, je voulais être, je voulais rentrer... je voulais essayer d'être dans les normes, mais je savais que je ne pouvais pas. J'avais pas les cheveux lisses, j'avais pas de poitrine, j'étais pas la nana canon, mais je me disais que on n'était pas, j'ai compris très tôt qu'on n'était pas obligés d'être tous pareils et qu'au contraire la différence pouvait justement créer la différence. Ça veut rien dire cette phrase en fait, si, mais pas me tonner. Et c'est là en fait où j'ai accepté. C'est pas que j'ai accepté ma différence, j'ai fait accepter ma différence. Sans rentrer, faire des clichés, des cas, elle est mehboula. Ça, c'était un truc que je voulais pas non plus rentrer dans cette catégorie de personnes. Tu vois, t'as des gens un peu bizarres, tu dis, ouais, mais elle est pas bizarre. Je voulais pas rentrer dans cette catégorie. Je voulais rester in, si tu veux, mais sans être écartée. Du coup, c'est vrai que j'ai un caractère assez trempé. Et donc, j'arrivais un peu à décider, pas des tendances, parce que j'avais pas ce pouvoir-là, mais décider que ça, c'était bien. Tu vois, par exemple, au lycée, j'adorais l'astrologie. J'adorais ça. Ça pouvait paraître bizarre. Au lycée, j'adorais Lenny Kravitz. J'ai rendu Lenny Kravitz à dire, il faut écouter, regarde, il est sexy, il est beau et tout. Voilà, mais c'était pas forcément ce qu'on écoutait à l'époque. Plein d'exemples comme ça. En fait, tu peux toi créer une tendance. Enfin, tu peux toi transformer une chose donner en fait un autre angle de vue. Enfin, en fait, après, j'ai compris que j'étais faite pour de la pub. Concrètement, voilà. J'avais pas de métier à l'époque, mais c'est vrai que quand j'ai découvert la pub, j'ai compris que j'avais juste pas le mot pour dire ce que je voulais faire. Tu parlais de ta maman et de ton père qui lui se dit chef, et ta maman qui s'occupait de tes cheveux. Non.
du tout. Elle s'occupait pas de mes cheveux. Elle te coupait les cheveux. Très pour court. Elle, oui, mais pour elle s'occupait de tes cheveux. Elle se débarrassait, elle ah disait. Oui, d'accord. Non, elle le dit, elle reconnaît. Alors du coup, ma question va changer. Du coup, selon toi, c'est quoi les valeurs que tes parents t'ont apportées? Mais vraiment la plus grosse valeur, et qui fait ce que je suis aujourd'hui et qui peut paraître assez hard pour les gens, j'en ai deux, vraiment, c'est le travail et l'exigence. Le travail, moi, ma phrase préférée, je la répète tout le temps et je la dis à tout le monde, même au boulot, à mes collègues, qui est pas mon équipe, c'est mes collègues, parce qu'on travaille ensemble, c'est إذا الخدمة بالقراية كانت خلاص الناس بكري كانوا كملوها. Et ça, c'est mon père qui m'a toujours dit, quand je disais ouais papa j'ai fini, ou là j'ai eu une bonne note, il me disait c'est bien mais tu n'as pas fini, encore, parce que si c'était fini, c'est bon. Mon père, par exemple, déteste, c'est peut-être exagéré, mais par exemple, l'artisanat, c'est un truc qu'il ne comprend pas. Il comprend pas le fait qu'on transmette quelque chose et qu'on reproduise la même chose. C'est-à-dire que si je t'apprends quelque chose, tu apprends ce qu'on t'a donné, c'est bien, mais tu rajoutes ta touche. Et il ne supporte pas l'artisanat, du moins en Algérie, parce qu'effectivement, on est en train de reproduire exactement la même chose, avec les mêmes gestes, la même machine, la même méthodologie et tout, alors que le gars, il te dit, voilà, il pourrait reprendre la même chose, mais réfléchir différemment. Au lieu de faire 3 exemplaires, il va en faire 6. On n'est pas forcément dans une industrialisation, mais il ne supporte pas le fait, voilà, de se dire, c'est bon, on est arrivé à l'haqna. Et donc, ça, c'est le travail. Et l'exigence, c'est-à-dire on peut toujours faire plus, toujours se surpasser. Il y a toujours moyen, en fait, de dire, ok, c'est bien, mais je peux faire plus. Ça, c'est quelque chose qui peut choquer les gens. On n'est pas forcément d'accord, même avec Amine, qui n'a pas du tout reçu cette éducation. Ma mère n'est pas du tout comme ça aussi. Ma mère, c'est plutôt, Inch'Allah, c'est qui m'a... c'est comme mon mari aussi. Des fois j'ai l'impression que c'est lui son fils d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est pas, il y a une différence, le contentement qana'a et l'exigence, parce que c'est pas comme mais je sais que je peux faire mieux. Pourquoi me contenter de ce que j'ai? C'est vrai que ça peut être dur à suivre, notamment à l'agence. C'est-à-dire que quand je recrute de nouvelles personnes, c'est le premier truc que je dis. Aujourd'hui, ma présentation, je l'ai montrée, elle me plaît aujourd'hui, mais elle va pas me plaire dans 6 mois. Et dans 6 mois, je vais encore faire évoluer. J'ai la chance d'être dans un métier qui change tous les 6 mois, donc j'ai trouvé l'argument pour dire c'est pas moi, je vous jure, je suis pas folle, c'est le métier, je vous mets à Facebook, ratenez. Mais oui, les 2 valeurs, ça c'est mon père, on a été élevés comme ça. T'as des frères et sœurs? J'ai une sœur, une petite sœur. Donc t'es l'aînée? Oui. D'accord. Oui. Donc, je subissais collège. T'es le brouillon. L'aîné, on est les brouillons. Moi aussi, je suis l'aîné. Ça va, je suis un bon brouillon. Ouais, on est des beaux brouillons, mais on reste des brouillons. Non, mais c'est sur toi, en fait, que tout... oui, c'est ça, on s'exerce sur toi. Oui, on lâche beaucoup après sur le deuxième, quand même. Ouais. Voilà, on autorise beaucoup de choses. Ouais. Ma soeur, moi, j'avais pas le droit de me maquiller avant mes 18 ans. Il fallait que j'ai mon bac, pas maquiller un gloss. Oui. Cadre, fond de ta Kim Kardashian, le gloss, très bien. Ma soeur a débarqué à 15 ans avec les cheveux, parce qu'elle a le dos ça, les cheveux noirs. Ma mère s'est même pas rendue compte, n'est pas du tout observatrice, ma mère. J'étais là, quoi? Tu t'étales les cheveux? Moi, j'ai pas eu le temps de mettre un gloss. Voilà, genre, tu fais une connerie, c'est elle qui fait la connerie, on les punit toutes les deux. Pourquoi? Bah, t'es la grande sœur. Ouais. Alors, vous avez une écart? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Tu t'entends bien avec elle? Voilà. Ouais. Ah oui, non, c'est... Bah, on est que 2, quoi, on n'a pas le choix. En fait, c'est même quand on est petite, comme tous les enfants, on est complètement opposés. Hein. Elle est hyper réservée, je suis hyper sociable. J'avais toujours beaucoup d'amis, elle n'en avait pas du tout. Elle aimait pas sortir. J'adorais sortir. Elle était tout le temps, quand petite, elle était collée à mes parents. Moi, j'ai eu ma chambre pour me retourner. Donc, on n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout pareil. Même surtout quoi, je suis fêtarde, elle est plutôt casanière, plutôt maison. Donc, si on va en vacances, elle, ça va plutôt être les musées, moi, ça va plutôt être la nuit. Voilà, non, on est vraiment différentes. Mais on n'était pas... on détestait gosse, c'est normal, parce que voilà, j'étais punie à cause d'elle, je devais la surveiller, etc. Elle a cassé tous mes jouets, et je le répète chaque année à son anniversaire, mais elle a cassé tous mes jouets.
Mais après, bon, lycée et tout, c'était plutôt... on a toujours eu chacune ses amies. On n'est jamais resté ensemble. Moi, je voulais pas qu'elle soit avec moi parce que j'avais pas envie de faire la grande sœur. Et elle voulait vraiment, parce qu'elle lui a répété toute sa vie, regarde ta sœur, fais comme ta sœur, check ta sœur. Au bout d'un moment, la pauvre. Voilà, c'est pesant. Donc, chacune a pris son chemin, même si on a fait le même métier, même si, voilà, c'est très bizarre finalement. Mais aujourd'hui, oui, on s'envoie 10 000 audios par jour, quoi. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est 10 000 audios, on se voit les week-ends, quand on a des choses à faire, voilà, des courses, on les fait ensemble, ouais, non. Et la relation qu'elle a avec ton enfant? Bah, c'est sa tatou. Bon, pour le moment, je change pas les couches. Ouais, elle a bien raison. Voilà, je change pas les couches, j'ai pas les corvées, mais tout le reste, c'est cool. Je le garde pas la nuit s'il pleure. Voilà. Donc, c'est sa tatou. Ouais. C'est sa tatou, ouais, voilà. Donc c'est plus jeu. Bon, ils arrivent pas, avec le Covid, ça a été un peu compliqué. Donc on n'a pas vraiment eu à profiter, tu as des sorties, de je vais chez toi et tout. Donc on a eu parce que moi j'étais une vraie Covid. Oui, parce que bon, au bout d'un moment, tu relativises. T'en as marre. Faut pas se mentir, mais c'est pas bien. Portez votre masque, gardez votre distance. Mais c'est vrai que c'est triste pour les gosses, quoi. C'est rien à voir, je passe à autre chose, mais je suis triste pour ces gamins, quoi. Et je trouve ça triste pour, voilà, on ne les a pas fait rencontrer avec leur famille, avec d'autres gosses, on fait attention. J'ai arrêté de chauffer, maman, laver les mains, comme ça. C'est horrible de polluer ses mains. Même lui, quand je sors, il me dit, maman, t'as oublié le masque. Il me dit, maman, le max. À son âge, 2 ans et demi, là. Donc, je sais pas, c'est... Mais du coup, toi, tu l'as vécu comment, cette période-là? Très, très stressante. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas vécu le Covid, Netflix, pas Instagram, Covid de tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'est enfermé à la maison et on a commencé à faire du pain. Donc, j'ai pas eu l'occasion de faire du pain. Si, j'ai commencé à faire l'aksala, voilà. Mais j'ai pas vraiment, par jalousie, au bout d'un moment, j'ai dit, ouais, je gagne l'aksala, la mais j'ai pas mis sur Instagram. Techniquement, à 37 ans, tu savais déjà faire de l'aksala, mais bon, passe. Et elle était bonne? Bien sûr. Ah, quelle question, tu me diras. Non, j'aime pas cuisiner, je déteste ça. Mais, pas que je cuisine bien. C'est-à-dire, je peux pas me lancer. Moi, j'aime bien. Quand je mange, c'est bon. Et tout le monde me dit que c'est très bon. Même ma mère a fini par avouer que c'était très bon. Ah, mais donc, tu vois. Ça va. Mais je suis pas avec le cordon bleu. C'est-à-dire que moi, vraiment, quand je cuisine, ça fait vraiment plaisir. Mais Covid, en fait, c'était en mars. Comme nous, on est une agence de social media. Donc, tous les budgets sont partis en social media. Donc, on n'a pas eu la rupture avec l'arrêt, la pause. Alhamdoulilah, franchement, ça a été une année très difficile, mais positivement difficile. Donc, on a beaucoup travaillé. Donc, il y a eu... on s'est retrouvés, en fait, très vite en sous-effectif parce qu'on avait plus de travail que d'habitude. Le télétravail, moi qui suis une grande adepte du télétravail, j'adore ça. J'ai trouvé, en fait, il y avait des limites au bout d'un moment. En fait, quand on est dans une réflexion... on pouvait pas être ensemble, c'était frustrant. J'ai pas voulu imposer ça passe comme ça, un truc, mais vous êtes des malades, les gens. Mais les gens sont des oufs, quoi. Ils s'en rendent pas compte. Des entreprises qui imposent genre des zooms midi et soir pour faire le point et voir si leurs gars sont en train de bosser, mais c'est n'importe quoi. Mais si t'as pas confiance, arrête de les faire bosser, c'est tout. Mais qui fait, je t'entends être cool, je fais le point. Les choses, tu sais, tu crées un Excel, d'accord, partagé, et tu fais des checks. J'ai fait, j'ai pas fait. T'as pas besoin de faire un Zoom pour ça. Il y avait des entreprises, vraiment, tous les jours, les Zooms. Il n'y avait pas Internet, c'est à cause de ces gens-là. Je suis pas dans le jugement, hein. Mais au bout d'un moment, je suis à mon avis. Je sais pas. Non, mais on peut pas demander à faire des réunions toute la journée. Au bout d'un moment, après une réunion, quand t'as pas envie de la faire, t'es épuisé moralement. Et du coup, tu peux pas passer à l'exécution. Donc, moi, ça m'a choqué. Donc, on n'était pas... Et du coup, c'est quoi les valeurs de ton entreprise par rapport à tes collègues? Par rapport à mes collègues, les valeurs de mon entreprise, je ne me suis pas posé cette question. Le travail bien fait. Le travail bien fait. Ça, c'est super important. De savoir dire je ne sais pas, je sais pas si c'est une valeur, mais d'être humble, en fait, voilà. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Moi, j'ai pas de problème à dire aucune idée. Alors voilà, et tu me poses une colle. Par contre, d'aller chercher l'information après. Et à l'agence, en fait, on est tous au même niveau, y compris moi. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, c'est normal. Je suis leur boss, je paye les salaires. Voilà, ils me ruinent.
T'es responsable de combien de personnes? Là, on est passé justement après Covid, on était 6 au mois de juillet, enfin 6-8. Là, on est 15. D'accord. Voilà, c'est une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension, et puis on essaie de transmettre aussi ces valeurs. Du coup, voilà, j'ai trouvé des process, des valeurs d'entreprise. Mais il y a pas, on est tous au même niveau, c'est-à-dire que quand je vais te dire non, ça c'est pas bien, je dois argumenter, pas me justifier, argumenter. Pourquoi ce n'est pas bien? Et inversement, c'est-à-dire si tu viens vers moi et que tu me proposes quelque chose, je n'ai pas, alors que c'est mon entreprise, j'ai pas le droit de te dire non. Parce que hashtag c'est non, c'est pourquoi non. Donc après, si on n'arrive pas à décider ensemble, que c'est vraiment stratégique, on appelle une tierce personne qui va venir décider en disant... Et en général, quand j'ai raison, je dis ok, ديروها دوك تبعوا رقم مع الكليون وما تقولوش انا ما قلتلكمش. Mais non, c'est on est tous vraiment, ça c'est pour moi c'est important d'avoir chacun a le droit de s'exprimer. Et je le vois avec les nouveaux encore plus, parce que c'est un peu ça me fait rire, parce que c'est la discussion tout à l'heure, avec les nouveaux qui n'ont pas travaillé comme ça, ou qui n'ont pas l'habitude de travailler de la sorte, et qui sont, je sais pas, intimidés, ou qui n'osent pas, ou qui suivent les directives, voilà, quand on trouve c'est ton boss, quoi. Ça me fait rire, parce que ça, ils osent pas. C'est-à-dire que si tu demandes pas les choses, c'est pas parce qu'on est au travail qu'on doit avoir peur des gens. J'ai pas compris. En fait, si tu demandes pas, t'as rien, quoi. Mais du coup, est-ce que toi, avec tes collaborateurs, tu leur expliques ça? Oui. Parce que c'est pas évident. Oui, c'est pas évident, tu vois. Oui, ça c'est le premier truc. C'est-à-dire en fait, dès qu'ils arrivent, déjà en entretien, je leur explique que ça va être différent. Quand ils arrivent le premier jour, je leur explique qu'ils ont le droit de me répondre. C'est très con de le dire, mais c'est-à-dire que je veux pas des mini Sarah et ils ont le droit de me répondre. Ils le font pas, ils osent pas, ils disent ouais c'est une façon de dire et tout. Et puis en général après un mois, je les rechoppe pour leur dire vous avez vu pendant tout le mois comment ça s'est passé, t'as vu là t'as pas osé donc voilà. En fait je fais Skyria aussi, pas dans le mauvais sens, mais je vais faire en sorte de te coincer dans une situation qui va venir en fait. J'aime pas te donner tous les outils, j'aime bien te laisser réfléchir, j'aime bien voir comment les gens réfléchissent. J'aime bien ça, c'est-à-dire je vais dire je veux ça, il n'y a pas de piège en fait, montre-moi juste comment tu réfléchis, et puis ensemble on va voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, parce que j'aime bien apprendre aussi des gens, peut-être qu'il y a des choses, moi quand il y a des gens, des nouveaux qui arrivent, ils m'apprennent des choses sans même se rendre compte, c'est-à-dire moi je faisais d'une certaine façon, je dis c'est pas mal ça, voilà. J'aime bien laisser en fait la liberté de chacun. Et après, on pose les process. Par contre, c'est important, les process sont faits pour les clients, en fait, pour aboutir à un résultat. Et en tant que chef d'entreprise, dans le social media, quelles sont les choses ou les tâches, je ne sais pas si on peut parler de tâches, que t'aimes le plus faire? La strat. Ouais. C'est quoi la stratégie? C'est réfléchir, en fait, c'est d'aller vraiment... comment on va essayer d'expliquer ça sans rentrer dans le jargon, surtout. Franchement, c'est de créer. C'est de créer à partir de rien et de se dire, c'est-à-dire de se dire, ok, à qui je vais m'adresser, comment il se comporte, d'analyser cette partie-là, comment est mon environnement, quel est mon produit, et de réfléchir et en fait faire un gâteau, quoi. Au final, de mélanger tous les ingrédients et d'avoir le gâteau final. La création, c'est vraiment ce qui m'a... De toute façon, c'est ce qui m'a plu dans le métier, parce que le social media, c'est de la pub. J'insiste beaucoup sur ça quand j'explique mon métier. C'est pas du community management comme on le voit, où on va faire du Facebook, du Instagram et tout, ou comme on est en train de le présenter ou le définir. C'est pas faux. C'est pas ma conception des choses. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, parce que je viens d'agence, où je faisais de la publicité classique. Et puis j'ai trouvé ma voie sur les réseaux sociaux, donc j'ai basculé et ça reste de la publicité. Donc et la création est hyper importante. Et la création peut être de différentes manières. Quelle est la place de l'art dans ta vie? Rendez-vous manqué. Ouais. On en avait parlé, c'est un rendez-vous manqué. C'est pas une frustration. Je me considère pas comme artiste du tout, mais j'aurais aimé être artiste. C'est-à-dire que j'ai épousé un artiste déjà. Quand j'étais petite, je rêvais d'être danseuse, chanteuse. Le dessin, l'art, ça n'a jamais été mon truc. Par contre,
Je l'avais dit, je pense. Ouais, Voilà, dessin, peinture. J'avais 2 mains gauches. J'avais créé, enfin, j'ai eu un ordinateur très tôt. Donc, je savais créer des choses sur ordinateur. Je faisais des cartons d'invitation, des cartons, voilà. Donc, j'ai toujours aimé créer mes Barbies. Je leur faisais leur maison, leurs vêtements, leur maison. J'adorais ça. Par exemple, avec mes copines du quartier, je regardais une émission à la télé ou un jeu à la télé, j'aimais bien le reproduire. Donc, on jouait à Fort Boyard. J'adorais écrire. Par contre, c'est une frustration. C'est-à-dire que dans ma famille maternelle, on a beaucoup écrit et c'est dommage qu'on m'ait pas poussé à continuer. Mais j'ai jamais poussé, c'est-à-dire voilà, c'est toujours été des périodes de ma vie. Donc petite, c'était primaire, j'aimais chanter et danser. Au lycée, ça a été l'écriture. J'ai fait au collège, j'ai fait de l'andalou, donc c'est toujours le chant, et de la mandoline. Mais j'ai jamais poussé les choses pour des raisons ça a été franchement des rendez-vous manqués. Le chant, l'andalou, ça a été le centre qui a fermé, c'était l'époque du terrorisme, donc ça a fermé. L'écriture, il y a eu le bac ensuite, et puis personne, c'est-à-dire il y avait pas internet en fait. Je regrette souvent de pas être nourriture. Je regrette de pas être née à l'époque des réseaux sociaux. Mais il y a une phrase quand j'ai commencé à travailler, mon premier job. Moi, j'étais à la radio, j'étais voix off, et en fait, j'avais 2 cursus, un créatif, donc Photoshop, Illustrator et tout, et l'autre, c'était marketing, donc pour devenir chef de pub, et j'hésitais entre les deux. Et je rencontre mon papa spirituel qui me propose de faire des tests, donc d'essayer les deux, et de choisir ma voie par la suite. Donc, je choisis ma voie, il n'y a pas de suspense sur la fin de l'histoire, et c'est là que je rencontre aussi mon mari chéri. Et ce qui est Allohak, elle n'a pas détouré. Il me connaissait pas. Moi, je suis hyper exigeante. Et le gars, j'allais pas le faire virer. J'étais là, non. Ça nous a permis de nous rapprocher, voilà. Et après, un mois, j'étais chez Poster Algérie et je rencontre une dame qui s'appelait Souad et qui me fait une proposition. Et elle me propose, je me rappelle plus comment s'appelait l'entreprise à l'époque, elle me propose un job et tout, et je suis très mal à l'aise parce que à la base, le premier job, je suis partie pour demander conseil au gars. Je lui dis voilà, j'hésite, et là il me dit qu'est-ce que tu fais samedi, je dis rien. Il me dit ok, tu commences. Et moi j'avais plein de rendez-vous, donc je me voyais pas lâcher le gars après un mois. La nana, je l'avais côtoyée, enfin je connaissais à la radio, je l'aimais bien, elle m'était à l'aise et je me disais, et puis j'étais aussi admirative, quoi. Voilà, t'es jeune, là, ça flatte. Voilà. Et donc je l'ai rencontrée et en fait elle a fait une connerie, c'est elle qui a fait que j'ai refusé l'offre en fait. Elle me dit qu'est-ce que tu veux faire toi vraiment dans la pub et tout, qu'est-ce qui te plaît dans la pub. Moi je commence à sortir tout mon jargon, je fais genre publicité en là et tout. Et après elle me dit mais qu'est-ce que tu viens me faire. Elle dit en fait j'ai pas fini mon test, je suis en train d'essayer les deux et tout. Elle me dit écoute, moi je te vois pas du tout créatif, je te vois chef de pub parce que tu parles aux gens, parce que voilà, commence à me complimenter, et alors moi je vais te prendre. Ouais, il m'a fait par contre là oui, mais moi j'aime créer. Elle me dit mais pourquoi est-ce que tu penses que la création passe forcément par un outil? Pourquoi tu penses que créer c'est forcément Photoshop, ou créer c'est forcément une toile, ou c'est forcément un pinceau? On peut créer, il y a 1001 façons de créer. Tu peux réfléchir et puis tu es en train de créer et tout. Et là, je la regarde, je fais, en fait, ouais, j'ai pas besoin de toi parce que lui, il est hyper créatif, à m'apprendre à réfléchir. Et je veux rester là-bas. Et c'est là que j'ai décidé d'être chef de pub et je m'étais jurée de créer, en fait, voilà. Et on crée, voilà, de différentes façons. Donc, l'acte manqué, quand je dis c'est un rendez-vous manqué, c'est-à-dire que j'ai rien, je crée pas je suis pas une artiste, j'ai pas mon nom signé quelque part. Mais je crée des procès, je crée des présentations, je crée des jeux pour mon fils, et c'est tous les jours. Tu crées ton fils? Je crée, oui, c'est ma plus belle création, on va voir. Je suis la maman gaga. Mais voilà, donc l'art, j'adore parler avec des artistes, j'adore les écouter. C'est le seul moment où je me tais, où je parle pas d'ailleurs. Je parle beaucoup, ça se voit. Ça s'entend. Mais ça s'entend plutôt, voilà. Mais ouais, Maham, oui, j'ai côtoyé, mais après, dès que t'as les vernissages, d'aller en événement, ça, j'ai pas le temps. Ça, c'est vraiment une question de temps, c'est des sacrifices. Mais c'est quoi ce fantasme? Pourquoi tu fantasmes sur l'artiste? La liberté. C'est quoi le waouh? La liberté, peut-être, je sais pas, vous la mal avalée.
ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Déjà, il n'y a pas de règles. Moi, j'ai toujours travaillé. En fait, je suis très... Tu m'as dit Timida Mouchtahida quand on s'est rencontrés. Je suis une Timida Mouchtahida. Super mouchariba et mouchawisha, ça les profs ne le savent pas. Mais je suis très méthodique. J'aime bien dire que je sors du lot, mais non, je suis vraiment... faut suivre les règles, quoi. J'aime bien poser des règles, les suivre. Moi, j'ai des tout doux, je suis et tout. Et je pense que l'artiste, c'est ça, c'est de sortir un peu... c'est ce que je ne suis pas et ce que je ne serai pas. Je ne pourrais pas, je suis rigide, mine de rien. Je suis une personne, oui, je me rends compte avec l'âge, mon mari me fait répéter tout le temps. Je sais ce que je vais faire dans 10 ans. Je ne le sais pas concrètement, mais je le sais. Je sais philosophiquement ce que je vais faire dans 10 ans. Je sais là où je veux aller. J'ai peut-être pas tracé la création d'une entreprise du tout, parce que c'était pas dans mes projets, mais là où je suis aujourd'hui, je savais que j'allais être cette personne-là dans ce métier, etc. Donc je pense que c'est ça, c'est le lâcher prise des artistes qui me fait fantasmer. Je savais pas utiliser le verbe fantasmer, ouais, mais c'est vrai, parce que c'est pas ce qu'ils créent. Ce qui crée après, à la limite, ça s'achète. Il faut juste avoir les moyens. Et puis, ça, c'est un kiff. C'est sur la personne. Là. Mais c'est pas tous les artistes. Hein, donc, les perchés, pas perchés créativement, perchés qui se prennent pour... qui ont la grosse tête. Grossesse, ça, il n'y a rien d'admirable. J'aime pas les gens qui se prennent trop au sérieux. Mais le lâcher prise. En même temps, c'est un lâcher prise et ils ont en même temps une certaine routine et discipline. On peut pas, c'est pas mathématique, c'est très rigoureux, ça va pas ensemble. C'est-à-dire que non, voilà, je pense que c'est ça. Quelles sont les choses que tu aurais effacées de ta personnalité et quelles sont les choses qui se seront exacerbées? Là, ça serait un but de ma personne de dire rien. Non, pas du tout. Non, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. J'ai pas ce sentiment d'avoir échoué. Oui, il y a des échecs, il y a des choses qu'on regrette, il y a des... Tu sais, tiens, il y a une question que tu poses souvent, je vais te la poser moi. Tu poses souvent, c'est quoi... Enfin, souvent non, mais à certains, t'as dit si tu devais avoir un pouvoir. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un rêve que je fais souvent, ou c'est un truc... C'est revenir au passé. Ouais. Et en fait, je me vois revenir au passé, au lycée... où c'est il y a des scènes de vie où je m'imagine. Le futur ne m'intéresse pas. Le futur, je le construis. C'est à moi de le décider maintenant. Après, bon, il y a des choses que tu ne contrôles pas à la B, mais d'autres choses, c'est, voilà, le futur ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de savoir ce qui m'attend. Mais le passé, des fois, si je devais avoir un pouvoir, ça serait de revenir dans le passé. Par contre, je me rends compte à chaque fois que ce soit dans des rêves ou dans le cas où je m'imagine, quand c'est des rêves, par exemple, je reviens dans le passé et puis là, je me rends compte que je connais pas encore Amine. On va pas, alors là, maintenant qu'il y a Ali, je vais pas avoir Ali parce que je vais peut-être tomber amoureuse d'une autre personne, ou même dans mon rêve, je dis attention, tu dois pas parler à cette personne parce que dans ta vraie vie, t'as pas parlé à cette personne et ça devient des cauchemars après. Je me mets à pleurer et je me rends compte que je change rien. Et même quand je cogite comme ça, je me dis, ouais, t'aurais fait quoi? Des fois, je me dis, ouais, peut-être que, tu sais, j'étais très bonne élève jusqu'au lycée. Après, c'est l'adolescence, les garçons, voilà, t'es amoureuse, t'as pas envie. Et puis, moi, j'aimais pas, autant que je suis carrée et rigide, mais j'aimais pas l'école. J'adore l'école. Mais j'aimais pas le fait qu'on devait tous étudier la même chose et de la même façon. Et moi, j'étais un peu frustrée. Je suis pas une scientifique. Moi, j'aurais voulu être littéraire, mais c'était juste inconcevable pour mon père. Et du coup, ça a beaucoup joué. C'est-à-dire, je me disais, ok, ça sert à quoi d'avoir un 18? Ça va pas me servir, j'aime pas ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir le 10, j'arrive à avoir mon 10. Donc, des fois, je me dis, ouais, je reviens au passé pour avoir juste un 18 pour faire plaisir à mon père parce que je comprends mieux aujourd'hui certaines choses. Mais changer, non, j'aurais pas eu du tout le même cursus. Moi, à la fac, je me suis beaucoup cherchée. J'ai changé, je me suis posé des questions, j'ai pleuré parce que je me disais c'est bon, j'ai raté ma vie alors que moi tout était écrit. Non, honnêtement, non. J'allais dire, même si tu me disais demain, je pense que mes rendez-vous, enfin c'est le rendez-vous que je me donne, les rendez-vous manqués, je me donne rendez-vous à la retraite. Tu vois, je vais tout programmer. Et tu la prendras à quel âge ta retraite? Selon Amine, jamais. Ouais. Selon moi, écoute, quand je vois mon père qui du jour au lendemain a décidé d'arrêter de travailler, donc c'est possible. Ouais.
Je sais pas, je me pose pas cette question. Le jour où je serai fatiguée, ça peut être 40 ans, 50 ans. Le jour où pas fatiguée physiquement, hein, fatiguée, c'est-à-dire ça m'éclatera plus, il n'y aura plus de challenge. Voilà, il y aura plus de challenge, à retraite pour penser à autre chose. Mais voilà, j'ai plein de rendez-vous comme ça où je me dis, écoute, à un moment donné dans ta vie, on disait que tu savais chanter. À quel moment tu as perdu ta voix? C'est juste que tu n'oses plus. À un moment donné dans ta vie, tu vas prendre un pinceau et tu vas commencer à dessiner. On s'en fout que ça te plaise, ça te plaise pas. De toute façon, tu fais pour toi, voilà. Je voulais faire psychologie. Ça, c'est un rendez-vous. Et si je me dis, plus tard, peut-être que je ferai une thèse en psychologie, en sociologie. Ça me passionne, les gens. Donc, les gens, quand ils réfléchissent, ça me passionne. De voir, c'est-à-dire, on a la même chose. Je vais te donner 100 dinars. Je te donne 100 dinars, mais on va pas les utiliser de la même façon. Ça me passionne. Donc, mes rendez-vous manqués, je préfère en fait ne pas dire que c'est manqué, mais que c'est des futurs rendez-vous et de les réaliser plus tard. Mais c'est pas moi, c'est des kiffs. Tu vois, le théâtre. Voilà, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. On a eu l'occasion de se voir. Bon, c'était court, éphémère. Mais non, je changerai pas. Non, j'adore mon métier, j'aime ma vie, j'aime mon mari, j'aime ma famille, j'aime mon gosse, j'aime mes amis. Rien. Quelle est la place que tu laisses à l'instinct? 100%. Ouais, je suis marche au feeling. Je n'ai jamais vu un seul CV de mes gars. Rien. C'est-à-dire que quand je recrute quelqu'un, j'en ai rien à foutre du CV, quoi. Ça va vraiment se faire au feeling. Récemment, il y a Younes, le gars m'avait envoyé son CV il y a 1 an, il a repostulé, et je passe l'entretien et je le vois et je le trouve insolent. Insolent, pas dans le mauvais sens, insolent en mode, tu sais, c'est un auto-entrepreneur, il sait ce qu'il veut, il a pas 22 ans, hein, mais il sait ce qu'il veut. Ça me rappelle quelqu'un. À 22 ans, non, je me cherchais quand même. Il sait ce qu'il veut et puis il a déjà son business avec son frère, donc c'est vraiment le mauvais profil pour un chef d'entreprise. Tu recrutes pas quelqu'un qui a déjà une entreprise, qui a des ambitions, que tu pourras pas en fait garder chez toi éternellement. De toute façon, ça faut l'accepter. Dès que tu recrutes quelqu'un, tu te dis il est là. Moi, je me dis au moins sois là pour un an, quoi. Et donc je vois les autres, je leur dis en fait je le kiffe, mais je le kiffe à un point. Mais il est insolent. Et puis le gars, il rentre pas du tout dans les cases. C'est-à-dire que c'est pas un bon profil. Faut surtout pas le recruter. Si tu donnes ça à un DRH, elle dirait, mais surtout pas, fuis, quoi. Je crois que je lui fais non, je refais pas un deuxième entretien. Je sais plus ce qui se passe. Puis il se montre insistant. Enfin, il me demande alors, t'as fini, t'as répondu. Et c'est vrai que j'ai hésité, donc je disais non, on recrute encore, je sais pas. Et puis moi, à chaque fois qu'il me relançait, relancé subtilement, il allait commenter ma story, ça faisait guise de rappel, etc. Et puis je leur dis non, je le prends. Et aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'il est à l'agence, il vient d'être confirmé et je ne regrette pas. Et je suis incapable de te dire où il a étudié. J'en sais rien. D'ailleurs, tout le monde, j'en sais rien, quoi. Après, c'est du feeling. Après, au travail, par exemple, ça va être du feeling, oui, mais c'est du feeling d'expérience. Et en dehors de ton travail, tu utilises quand ton feeling, ton instinct? Alors, en dehors du travail, c'est pas que je suis différente, je me laisse vivre. En fait, je suis tellement dans le contrôle, dans la vie, d'ailleurs on m'appelle light. Dans la vie, j'aime pas prendre la tête, c'est-à-dire que on va manger, ok. On sort, ok. C'est-à-dire si je peux, bien sûr, bon aujourd'hui c'est différent parce que j'ai des responsabilités. Mais sinon, je suis pas... C'est-à-dire que même s'il y a des prises de tête dans un groupe, tout ça j'ai pas envie, quoi. Non, c'est pas une question de maturité, pour le coup. Parce qu'on dit souvent, ouais, parce que j'ai plus l'âge quand j'avais 15 ans. Non, voilà. En fait, voilà, ouais, j'aime bien me laisser vivre, non. C'est ton côté maman. Je vais pas du côté maman avant Ali. Non, ton côté de ta maman. Ah oui, peut-être, oui, c'est le côté... tu disais... tiens, je sais. Ah oui. En fait, oui. T'as hérité des deux. Ouais. Elle avait raison. J'allais finir par lui ressembler. Elle a toujours eu raison. Non, oui, dans la vie, non, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je fonctionne au feeling avec les gens. Après, quand je rencontre quelqu'un, si je dis que cette personne, non, en général, je me trompe pas. Mais en général, j'ai pas de préjugés sur les gens, c'est-à-dire quelle que soit leur différence, quelle que soit leur goût, leur façon d'être, j'accepte tout le monde en fait. Je suis entière.
Par contre, oui, bon, si tu t'arlotes. Après, d'arlotte, je suis dans la discussion. Mais si tu décides de te braquer, ouais, c'est fini. Par contre, quand j'efface. Voilà, ça y est. Je suis pas rancunière, Zama, non, c'est si. Mais non, après, quand j'efface, en fait, quand le vase s'est cassé, on peut le réparer, mais c'est cassé, c'est-à-dire que tu le vois, quoi. Voilà. Après, tu peux ramener un autre si tu veux, mais c'est un autre. Alors, donc, mais non, dans la vie, j'aime pas me prendre la tête. J'ai pas envie de me prendre la tête, en fait. Voilà. Là, je sens que d'autres personnes vont écouter ce podcast, ils vont me dire, Sarah, t'as oublié que t'es aussi une princesse, donc une grosse chieuse, mais... oui, je suis une chieuse, mais... mais non, je pense pas être dans la vie comme au travail. Voilà. Tu doutes beaucoup? Bah, c'est normal. C'est pas une tare, quoi. C'est normal de douter. Mais j'ai jamais dit que c'était une tare. Si, tu peux aller genre, tu doutes. Non, pourquoi tu poses des questions comme ça? Non, mais non, ça y est. Même là, je suis en train de parler, en train de me dire, mais est-ce que t'es pas en train de dire des conneries? Est-ce que tu vas assumer? Non, assumer, j'assume. Mais douter, oui, il faut douter. Mais si tu doutes pas, en fait, tu te remets jamais en question. Le fait de douter te permet déjà à réfléchir à tous les plans possibles et toutes les opportunités que tu as devant toi. Donc après, ça te permet d'optimiser et trouver une meilleure méthode. Si tu doutes pas, t'as fait le premier. Mais non, je calcule rien dans la vie. T'as un feeling super, voilà, je suis en train de dire tout et son contraire. Anna n'est pas encore psychologue. Pardon? T'as pas encore interviewé de psychologue. Non, pas pour l'instant. T'as pas de psy dans ta communauté récemment. Si tu devais être une émotion, ça serait laquelle? Alors voilà. Mais on peut pas être une seule chose, de toute façon. Je sais pas, on peut pas être une seule chose. La joie? Ouais, la joie? Oui. Ok. Ouais, la joie, c'est-à-dire que même quand ça va mal, j'aime bien trouver le côté positif. Je pense qu'il y a du positif partout. Oui, la joie. Il y a du positif partout, en fait. Même quand je suis mal ou quand je suis fatiguée, ou j'essaie toujours de prendre des choses avec le sourire. Tu vois, par exemple, avec Camille, quand t'es Annie, ne dort pas, parce que là, on souffre en ce moment. Fait des terreurs nocturnes, des cauchemars, c'est horrible, on dort pas, alors que c'était un bébé qu'on posait, et voilà. On sent sa mauvaise humeur le lendemain, c'est-à-dire on sent qu'il est fatigué, qu'il a du mal, que c'est un effort et tout. Je dis pas que je fais semblant, mais j'estime que déjà c'est pas à cause de Ali, ça veut pas dire non plus que c'est à cause qu'il estime que c'est à cause de lui, mais que je suis obligée de faire semblant d'aller bien, parce que ou de tenir le coup, parce que mon fils n'a pas besoin de me voir fatiguée, ou il doit me voir en forme, quand ça va pas à l'agence, je sais pas si ça va pas, et si je viens en mode ouais c'est la merde, ça va pas régler des choses, quoi. Il faut que quelqu'un arrive à être le moteur, à essayer de redonner de l'espoir, en fait. Mais de toute façon, c'est la plus grosse connerie de l'humanité, c'est l'espoir. Voilà. C'est la plus grosse choix. On dit trop de gros mots et c'est pas bien. Voilà. Mais la plus grosse arnaque, voilà, c'est l'espoir. C'est pas une émotion, l'espoir. Ouais, mais ça peut l'être. Tout est plausible à Meshaho. À Meshaho, on n'est pas des Tilmida Mouchtalida. On est des nous. Sur qui t'arrives à te reposer? Mon mari. Il me canalise. Même si des fois il m'énerve. C'est mon opposé. Il n'y a rien à voir à la vie. Il me canalise parfois. Il ne s'en rend pas compte, mais il me canalise. Même quand il m'énerve, il me canalise en fait. C'est-à-dire que je vois mes défauts. J'arrive à voir mes défauts en lui. Et je me dis, voilà, ouais, là t'as merdé. Là c'est trop. Là. Sinon, honnêtement, je me suis interdit le repos depuis que j'ai créé l'agence. C'est-à-dire que, en fait, je fonctionne beaucoup je suis une grande Skyria et algérienne, il faut le faire. Si tu veux que je réussisse quelque chose, critique-moi. Ouais. Voilà. Dis-moi que c'est impossible. C'est bon. C'est-à-dire, demain, tu me dis, Zama, bon, pas votre déconner, puis tu vas dire, Zama, demain, tu vas ouvrir les frontières. Alors, ça va, quoi. Mais c'est vrai que toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça. C'est-à-dire que dès que quelqu'un m'a critiqué, méchamment ou gentiment, ou peu importe, c'est pas que j'éprouve le besoin de prouver, pas aux gens, mais à moi-même. Donc, écoute, quand je me suis déjà lancée dans social media, donc j'arrête, je suis en pub, j'avais le bon profil, j'évoluais et tout, les gens n'ont pas compris, et puis social media, donc du coup, les gens comprenaient pas, on n'a pas d'entrepreneur dans la famille. Donc, qu'est-ce que tu vas faire?
tu m'as acheté son agace très mais ça me fait bien. Donc déjà t'es parti, t'as fait de la pub. Donc du coup c'était vraiment le challenge quand on te dit tout le temps et on te répète tout le temps, tu vas entreprendre avec ton mari, mais tu es folle. Voilà. Donc en fait c'est plein de trucs comme ça, c'est tu vas entreprendre sans argent, tu vas entreprendre alors que tu n'as pas d'expérience entrepreneuriale, tu vas entreprendre avec ton mari, tu vas entreprendre, il y a tout le temps des critiques. Enfin, ça vient pas d'une mauvaise intention, hein, les gens on le fait même nous avec les gens sans nous rendre compte, et en fait c'est ce qui me nourrit. Et c'est vrai que sur les 7 ans je me suis pas, d'ailleurs je me suis plainte à personne. Ma sœur peut-être, oui ma sœur beaucoup, oui. Ma sœur beaucoup, je m'en pose beaucoup sur ma sœur. En fait elle me comprend parce qu'elle me connaît, on a été élevés ensemble, on a reçu la même éducation, donc elle me comprend. Par exemple avec Ami, je n'aime pas montrer, je flanche. Si je flanche, il flanche. Ça veut pas dire qu'il repose sur moi, mais je me dis mais elle, c'est-à-dire que là, tu sais, la première année est très difficile. Après la première année, nous ça a été, on n'a rien vu venir. Bon, la première année a duré 8 mois, donc c'est pas une année complète. C'est parti très vite, on n'a rien compris. J'avais une autre présentation agence, on est rentré dans le bain, on était en fait entrepreneur pour le coup, avec des clients. On n'a même pas eu le temps de recruter ou de se poser les bonnes questions, sachant que quand on a créé l'agence, on devait pas faire du social media, on voulait faire autre chose. Tiens, on voulait faire un peu en 10 heures algérien à l'époque, et je me retrouve à faire du social media, très rare, ça. Ensuite, la deuxième année, on commence à avoir à recruter, donc les 2 premières personnes, ça va vite, mais on commence à structurer. Puis la troisième, c'est la réalité qui te reprend, c'est-à-dire les charges, la trésorerie, les paiements. Première année, c'est la 3e ou 4e année qu'on a été déficitaire. Je sais plus, où t'as pas, où tu demandes allô papa, s'il te plaît, je dois payer les gars, quoi. Prête-moi des sous. Non, je m'autorise maaya rohé. Tu vois les gars, j'ai la méthode qui tue. Quand tu déprimes, c'est dégueulasse ce que je vais dire. Vas-y. Ça marche. Quand tu déprimes, tu prends une journée, tu restes en pyjama, tu te douches pas, tu manges dans ton lit, dans le salon, tu dors là où tu manges, tu manges là où tu dors. Toute la journée, tu te coiffes pas, tu te brosses pas les dents, tu te laves pas le visage. En fait, tu deviens bien crade, quoi. Et en fin de journée, tu vas te voir dans le miroir et tu dis, ok, je vais aller dormir. Tu dors comme ça, oui. Et le lendemain, tu te supportes pas, mais d'une force. Tu prends ta douche et t'es une nouvelle personne. En fait, t'es sale. Et tu laves la saleté. Donc les problèmes vont avec, tu vois. Et ça peut durer plus longtemps que 24 heures ou pas? Non, en général, ça veut dire rahma. Pas forcément. Parce qu'il y a que dire. Ben là, j'étais sans hier soir. Non, l'odeur, tu sais, les dents, au bout d'un moment. Non, le lit, il y a les miettes. Oh non. Mais le moral dans les chaussettes. Oui, surtout cette année, à le Covid, oui. C'est quoi tes difficultés au quotidien en tant que femme entrepreneur dans le social media? Des difficultés d'entrepreneur, en fait. Et c'est quoi? C'est s'assurer, faire grandir l'agence, là, en ce moment, voilà, c'est de tout restructurer. C'est-à-dire que les choses ne sont pas les mêmes quand on est 8 et quand on est 15. C'est plus grand. Essayer de garder le même ADN, tu sais, j'aime pas dire famille parce que c'est hyper cliché, on est une famille, on n'est pas une famille, on s'aime, c'est tant mieux, mais on est au travail, quoi. Mais quand il y a le petit la petite équipe, quoi. On est tous ensemble quand on grandit. Je sais pas, je peux pas parler à tout le monde tout le temps, je peux pas discuter avec tout le monde. Donc, essayer de garder cet ADN, essayer de garder cette personnalité. Moi, l'agence a quand même une personnalité. Essayer de garder le même mood, d'avoir des groupes, c'est normal, mais pas avoir des clans. Donc, de s'agrandir, ça c'est la difficulté, non, c'est le challenge, on va dire. Bosser, le monde a changé, il y a un après-Covid, qu'on le veuille ou non, genre, les choses ont changé et ce n'est que le début de la merde, quoi. Mais ça, c'est comme tu dis, c'est les challenges, mais la question c'est les difficultés. En ce moment, recharger mes batteries, vite. C'est-à-dire que le soir, je dors pas beaucoup parce que voilà, le petit il a décidé autrement, ou l'alain ta wadlab, et puis enchaîner le lendemain et rester fraîche, quoi.
C'est essayer d'être... Après, j'ai pas de problème, même à l'agence, il y a des jours où j'arrive, je leur dis, bon les gars, aujourd'hui, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je vais pas travailler. Je suis là, je suis sur Facebook, je vous préviens, je suis en train de faire des TikTok. J'arrive à exprimer en fait les choses, par contre. Je dis les choses. Je pense que c'est pour ça que j'arrive j'extériorise même beaucoup, selon Amine. Ouais. Mais j'aime non, j'ai beaucoup, oui, quand on est ado, quand on est jeune et tout, on a peur. Voilà, on a peur de s'exprimer, de peur de blesser, de peur de faire mal, de peur d'être jugé, d'être de la mauvaise interprétation. Non, je dis les choses. Donc, j'ai pas de souci à extérioriser, mais les difficultés, oui, c'est d'essayer d'allier une vie de maman, une épouse, une copine. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, mes amis aussi ont leur place. Et c'est difficile d'essayer. C'est quand tu te rends compte, t'es avec ta copine, tu lui dis, elle me dit, je te vois, je dis, attends, semaine prochaine, on peut se voir. Les journées sont courtes à cause du Covid, parce qu'avant on avait les soirées, donc c'était plus simple, on allait au resto. Mais les difficultés, c'est ça, c'est d'essayer d'être partout, qui m'égoulait Amine, d'essayer d'être bien partout. Ta plus grande peur, Sarah? Ma plus grande peur. Ou ta plus grande angoisse? Je suis une grosse angoissée. Perdre des gens que j'aime. Tous mes cauchemars d'ailleurs, c'est ça. C'est la fin. La fin. Voilà, c'est vraiment, si je devais résumer, ça va sans rentrer dans les détails, c'est la fin. D'ailleurs, Dakalia, c'est pas du gaspillage, quand j'ai un parfum ou une crème et tout, je l'utilise jamais jusqu'au bout. Ouais. En général, je vais le donner à quelqu'un, vas-y, il me reste encore un peu, j'aime pas la fin. C'est triste la fin, quoi. Moi, je fais ça avec mes tasses de café. Jamais je vois la fin. Laisse toujours être déclaré. C'est du gaspillage. Et j'avais tout le temps ma mère derrière moi. Mais tu finis jamais. Les bouteilles d'eau, il y a toujours un fond. C'est la fin. On vient pour finir. Tu veux dire que toute chose, là, ça sera fini. Je sais pas, c'est... On a trop de souvenirs. Au bout d'un moment, là, ça fait les souvenirs. Je sais pas, c'est... Le concept de fin est triste. Bon, après, y a des choses où c'est tant mieux quand ça se termine. Par exemple, Covid, on attend la fin. Mais, ouais. C'est quoi tes projets futurs? J'en ai plein. Oui, j'en ai plein. Déjà, je t'en avais parlé, finir mes résolutions. À 30 ans, j'ai décidé d'avoir 30 résolutions. Je sais pas, moi, j'aime bien la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Il y a des choses que... Après, peut-être que non. Quand j'aurai 40 ans, je pourrais le dire pas, mais il y a une certaine maturité quand tu as 30 ans, tu n'as pas quand tu as 20 ans, déjà la confiance en soi, tu la gagnes à 30 ans, et c'est pas cool d'avoir à 20 ans, parce que c'est bien d'avoir l'insouciance, c'est cool, et d'accepter certaines choses que tu vas pas, c'est-à-dire un truc tout bête, vraiment tout bête, c'est pas une question parce que ça va la société, par exemple, j'aimais porter des jupes très courtes ou des robes très courtes. J'ai plus de mal aujourd'hui, pas parce que c'est la société, je vais en porter si je vais sortir, mais, ou là j'ai des tailleurs aussi qui sont courts, mais t'avais dit que t'as été formaté 40 ans. Ça y est. Voilà. C'est l'image. Mais c'est pas parce qu'on est en Algérie, voilà ce que je voulais dire. C'est, après Macron, Brigitte n'a aucun problème à porter ses jupes. Pour moi, c'est un exemple. Donc il y a des choses, exemple j'avais fait un shoot avec Miso, sur mes 30 ans, je sais pas si j'aurais le courage de le faire à 40 ans, mais en même temps, ce shoot, il le sait peut-être pas, mais il m'a beaucoup aidé, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, ça déjà, c'est les résolutions. Arrêter les sacrifices, parce que voilà, je m'étais donné 5 ans de sacrifice à l'agence, j'ai arrêté de voir mes amis, j'ai arrêté de voir ma famille, j'ai sacrifié beaucoup de choses, pour ça a duré 7 ans, c'est normal. Il y a eu des changements en chemin, mais aujourd'hui, je dis pas qu'il faut abandonner, j'adore, mais sortir un peu plus de l'exé, être plus dans le développement, créer à nouveau. Voilà, créer à nouveau. Le bébé, Amine? Voilà. C'est le bon moment pour avoir un deuxième? Mais c'était le bon moment il y a 2 ans. Moi, je l'ai vu, j'ai voulu. J'avais compris finalement, j'avais tout faux. Ouais. Non, je pensais pas
j'étais pas la nana qui... Autant je disais à mes copines quand j'étais jeune, à 24 ans, je vais me marier, je vais avoir des jumeaux, voilà, tu sais, tu traces ta vie et tout. Mais j'ai pas voulu me marier jeune, j'étais pas pressée de me marier, alors que j'ai connu Amine, on avait 24 ans, on s'est marié à 32 ans. Les gosses, alors là, mais là, je disais, je veux me marier pour avoir des gosses, donc je suis pas pressée. Même Ali, genre, je sais pas, j'étais vraiment pas pressée, et je pensais pas que j'allais autant kiffer la maternité, mais c'est un truc de dingue, quoi. Moi, je l'ai vu, le 2e jour, j'ai trouvé qu'il avait déjà grandi, j'ai dit, j'en veux 10. Et je suis sérieuse quand je dis j'en veux 10. Je sais que je suis pas Kim Kardashian, donc j'ai pas de mère porteuse, mais j'en veux 10. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Ali. Ouais, la maternité, l'apaisement, l'amour, ça, c'est... Je pensais que les mamans déconnaient, quoi, genre en disant, ouais, c'est un amour, la première... Non, c'est... je sais pas, il est... Je suis admirative, c'est-à-dire comment est-ce qu'une petite chose peut grandir aussi vite, apprendre, et puis tu te vois aussi, tu te vois en elle, parce que c'est toi en fait, ça c'est une éponge, c'est aussi son papa, c'est la responsabilité que t'as, c'est jouissif, c'est comme une drogue, quoi. Genre, c'était là, dès que ce que tu dois lui transmettre, ce que tu dois lui donner, je sais pas, j'arrive même pas à m'exprimer, à trouver des mots, tu vois, j'ai trouvé des mots à tout, mais là, c'est, taï, voilà, c'est qu'elle fait quelque chose, ouais, non, c'est vraiment, c'est la maternité, c'est un truc que je souhaite à toutes les mamans qui veulent devenir maman. C'est important quand même de le décider, de le vouloir, mais ouais, je comprends, ma belle-mère, elle en a eu 8. Ah ouais. Je la comprends. Ami, c'est le dernier. Non, c'est magique, quoi. Et puis, c'est tellement intelligent, ces choses. C'est donner la vie. Ouais, c'est magnifique. Regarde, maman. الكبدة أنا فهمت فيها الكبدة كبدة j'ai compris ça c'est ouais j'en veux 10. En Algérie. Tu sais, j'avais aucun problème avec l'Algérie avant Ali, et Ali il chamboule tout. Tu dis, toi t'as peut-être plus la chance, quand même plus nia, ou alors toi t'as été plus intelligent, plus maligne, en fait, t'as évolué dans cette société, t'as réussi et tout. Mais est-ce que lui... je suis pas non plus maman hélicoptère, c'est-à-dire que j'ai pas envie, je vais lui donner les outils, mais j'ai pas envie d'obliger ou d'être là à chaque... T'as déjà vu le Black Mirror, l'épisode de la maman qui contrôle avec la tablette et tout? C'est choquant, ça, voilà. J'ai pas envie d'être cette maman-là, ça m'intéresse pas. Je veux qu'il vive ses expériences, qu'il fasse ses conneries, etc. Mais et même ses appréhensions, c'est les mêmes que j'ai eu avec ma sœur, tu vois. Mais par contre... l'Algérie, en Algérie, ouais, c'est une bonne question, parce que c'est-à-dire que est-ce que j'ai les fondamentaux, et pas la base, ma cache. Tu sais, j'ai pas envie d'en faire un gosse, j'ai pas envie de le faire grandir dans une bulle. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire. L'école privée, tu sais, tu te rends compte, par exemple, là, tu cherches une crèche. Il n'y a pas de crèche, on en avait parlé, il n'y a pas de crèche qui parle en arabe. Ou là, si c'est crèche en arabe, t'as pas le programme qui suit. À quel moment on a décidé qu'on devait tous apprendre? J'ai pas de problème avec le français, au contraire, il faut apprendre le français, l'anglais, c'est pas le problème. Mais voilà, l'arabia, tu as tabou, c'est-à-dire au point, la crèche, ma cache. Donc j'ai le choix, ou choisir une bonne crèche, et puis il va parler qu'en français, personne va lui apprendre l'arabe, parce que même moi à la maison, je parle en arabe, français qui m'aide, quoi. Mais moi, j'ai appris l'arabe à la crèche, par exemple. Ou là, je vais choisir une crèche qui va être la crèche du quartier, qui va pas suivre, il va avoir des cours. Ils ont 3 ans où je mets une cours. Mais voilà, tu me comprends. Mais l'école, moi, c'est l'école qui me fait peur. Ah ouais, alors qu'il y a fondamental, normal. Mais là, ils sont quoi? Ils sont 50 en classe. Alors même avec le Covid, là, ils sont perdus. Tu dois économiser de l'argent dès maintenant parce que tu sais à peu près dans quelle école tu vas le mettre. Non, c'est-à-dire que tu sais que après tu commences à réfléchir, oui, double programme. Tu dis non, j'ai pas envie de lui faire le double programme, elle est mesquine. Mais après, le double programme va lui permettre, est-ce qu'il a envie d'aller à l'étranger? Peut-être que moi, j'ai pas eu envie d'aller à l'étranger, par exemple.
J'ai eu l'opportunité, ça aurait pu être une discussion, j'aurais pu le proposer à mes parents et tout, mais j'avais pas envie, j'étais très bien en Algérie. Donc, là, j'ai décidé que huwa ou haïb, tu vois. Mais non, mais l'Algérie me fait peur, quoi. J'ai pas envie d'aller en ce moment qu'on le... Allez, t'as fait le houma, la concorde, je te crois. Salam alaikum. Bonjour. T'as machi ennouche. Je vais apprendre dès maintenant, oui, je suis humeur indienne, je vais apprendre dès maintenant à parler houmiste. Ouais. Mais non, l'Algérie, on est fâchés, de toute façon, je l'avais dit, on est fâchés. Moi, je suis fâchée, voilà. En fait, on est en mode, t'as vu, t'as vu quand tu disputes avec ton mari à table? Ouais. Voilà. Comme kiff t'éclou, on ne comprend pas pourquoi on se met à table, on se parle pas, mais arrêtons, on est pour le même film. Mais on se parle pas. La guerre froide. C'est n'importe quoi, c'est la même chose, on a où l'Algérie, voilà. C'est, de toute façon, personne ne va parler, personne ne va faire le premier pas, personne ne peut arranger les choses. Pourquoi t'as pas envie de faire le premier pas? Non, là, c'est pas le premier pas. Pour moi, je le fais depuis le début. Je le fais tous les jours. Je suis désolée, le fait de rester là, déjà, tu es en train de faire me chier, même pas. Aime-moi. Non, les pas, on les fait tous les jours, mais c'est juste que... tu sais, c'est quoi mon expression préférée? Non, vas-y. Tboul fermel. Faire pipi dans le sable. Faire pipi dans le sable. Voilà. En ça français. Absorbe. Attends, mais en français, ça pisser dans un violon. Non, ouais, non, c'est un truc plus classe, tu vois, une épée dans l'eau. C'est plus classe que pisser ouais, dans le sable. Je dis pisser dans un violon. Ah ouais, voilà. C'est la wahda. En ce moment, c'est ça. C'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression, en fait, qu'on aura beau... Et l'année 2020, c'est vraiment, si je devais résumer 2020, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Écoute, on n'a pas été pris de plein fouet par le Covid, comme en Europe. Heureusement, encore heureux, parce qu'on ne serait pas là en train de tourner. Il y a rien, quoi. Il y a pas d'hôpitaux, il y a pas on n'arrive même pas à se dire, ok, vous avez décidé de mettre des bavettes à 10 000 dinars, bah, au moins essayez de faire appliquer ça, au moins. Il y a rien qui va. Je sais même pas, voilà, des trucs qui me touchent trop, j'arrive pas à mettre des mots. J'ai l'impression, en fait, que on fait pas d'effort d'arranger les choses, de faire semblant. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que la vie c'est de la com. Comme un bon responsable com, fais-nous croire l'espoir. Ouais, on essaie même pas. Je croyais que c'était une arnaque. On essaie même, oui, mais fais semblant. Ouais. Au moins, donne-moi de l'espoir. C'est ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu jusqu'en 2020 en ayant de l'espoir et que 2020 me explique que c'était l'arnaque et que là, j'ai envie de dire, ouais. Non, je sais pas, je suis fâchée. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie d'écouter j'ai ni envie d'écouter les opposants, ni envie d'écouter les pour ni les contre, tu vois. J'ai pas envie laissez-moi bouder. Ouais. Voilà, laissez-moi bouder. Peut-être que je viendrai avec ma conclusion après. De toute façon, je connais vos arguments. Je suis d'accord avec ceux qui ont envie de se battre pour une Algérie meilleure. Je suis totalement pour. Mais là, en ce moment, je boude. Voilà, là en ce moment je boude, en fait c'est ça, je boude, c'est, je sais pas, c'est, je suis fâchée. C'est pas un caprice. Ah oui, bouder c'est pas un caprice. Voilà, c'est pas un caprice. Et c'est vrai qu'avoir un gosse, ça remet beaucoup de choses en question, ça te remet tout en question. Puis t'as envie de tout lui donner, quoi, et de lui donner le meilleur, donc est-ce que c'est vraiment le meilleur? Est-ce que c'est là où tu commences, c'est vraiment les questions qu'on se pose quotidiennement, hein. Est-ce qu'on fait tout? La dernière fois que t'as pleuré ça va, ouais, ça va. Tu pleures pas devant les gens? Non. Jamais. Ouais. Non. Et la dernière fois que t'as pleuré toute seule? Ça doit pas longtemps, hein, par épuisement, par fatigue, ouais. Et t'as un endroit particulier où t'aimes pleurer? La question est super bizarre. Il y a des gens qui ont des... Ouais, oui. Moi, j'ai un endroit, quand je pleure, qui me sécurise. C'est lequel? Ah, je te dirai pas. Non, mais genre un endroit physique. Oui, un endroit physique. Genre dans ma case, moi, je vais dire la niche du chien. Oui, voilà. Oui, un endroit où dès que j'ai envie de pleurer, je veux pas que mes enfants ou mon mari me voient. Parce que t'as pas d'intimité, en fait. Si, même si je suis... Non, même si t'es toute seule. Même si je suis toute seule. C'est cet endroit-là qui me permet de
de pouvoir lâcher prise et... Non, après il y a le cliché, tu te regardes dans le miroir et tu chiales, ça c'est dans tous les films, tu vois. Ah ouais. Mais non, il n'y a pas... c'est-à-dire que j'ai envie de pleurer, je ressens le besoin de pleurer, je vais pleurer, je vais me dire oui, je vais aller je pleure, c'est bon, j'essuie, il n'y a personne, ok, c'est cool. Et puis on redémarre, c'est-à-dire pleurer, ça peut être juste une petite larme, hein, donc je peux donc à pleurer, me retourner et pleurer sans se mettre, tu vas pas t'en apercevoir en fait, voilà, j'ai des lunettes donc ça se voit jamais, mais non, j'ai pas d'endroit, je m'attendais pas à cette question aujourd'hui, franchement tu m'as éclaté. Non, j'ai pas d'endroit, mais je vais faire plus attention à ça pour voir si je pleure dans le même endroit. Et est-ce qu'il y a des choses qui te font pleurer systématiquement? Des sujets ou des... Non. Ah si, quand j'étais petite, Terminator. Ouais. Parce qu'on en parlait la dernière fois avec les gars. Ouais, Terminator, oui, quand il est mort, comme ça, quand il descend, d'accord. Je sais pas, c'est un robot, mais c'est comme un gentil robot, il essaye de sauver tout le monde. Il nous sauve même nous, en fait, toute l'humanité. Ouais, il se suicide à la fin. Ouais. C'est un sacrifice. Mais des sujets... je peux même pleurer parce que je me suis énervée aussi, mais non, c'est pas... Ça peut être des choses stupides, comme ça peut être... non, il n'y a pas... Après, je suis pas une grande bicaïen. Bon, un peu plus, c'est vrai qu'un peu plus qu'avant, c'est par fatigue. Dire qu'à bout d'un moment, t'arrives pas quand tu essaies de tout gérer, il y a ton mental qui dit oh, Wonder Woman, ça va, je suis là. Je peux demander. Mais on pleure pas dans ma famille. On fait face. Oui, les bonnes manières. Moi, je sais pas faire de grimaces. On apprendra au théâtre à faire des grimaces. Tu verras, c'est vachement bien. Je sais pas faire de grimaces. On apprendra à mettre le doigt dans le nez, on apprendra à faire plein de choses. Oui, ça par contre, je sais faire, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai bien de griller ma réputation. C'était Nadia Bayani au micro. Introuvable sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais j'existe. L'image a beaucoup d'importance dans ta vie, Sarah? C'est mon métier. Mais dans ta vie, à toi, en tant que Nadia ou en tant que Sarah? Bon, Nadia, déjà, elle n'existe pas. C'est un nom. L'image... Non, l'image, c'est-à-dire je ne fais pas semblant. Voilà, je ne fais pas semblant. Je suis très crue, je dis des choses. Je tiens ma spontanéité de ma mère et mon sarcasme de mon père. On peut mal prendre ma façon d'être. Mais l'image, oui, elle est importante dans le sens où il faut être présentable, faut savoir se tenir, faut savoir parler, oui, ça c'est important. Même si je sais complètement déconnecter, lâcher, il n'y a pas de souci. Faut savoir vivre en société. Donc savoir à quel moment tu te redresses et à quel moment tu te lâches. Voilà. Mais par contre, je ne fais pas semblant. Voilà, c'est-à-dire que c'est sincère. Tout compte, si je mets des talons, j'ai envie de mettre des talons. C'est pas parce que la société m'a obligée à porter des talons. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de talons, mais voilà. Donc voilà, l'image, oui, c'est mon métier. Je connais les codes, donc automatiquement. Peut-être que je le fais inconsciemment parce que je connais les codes, mais je vis pas ça comme c'est pas pesant ou je me pose la question le matin. Voilà. Et aujourd'hui, comment tu te sens avec tes cheveux? Je m'attendais pas. Les cheveux bouclés. Ah non, mais ça y est, les cheveux bouclés, c'est devenu à la mode. Ça y est, on souffre plus dehors. Il n'y a plus de taptagalix séchoir, caniche. Ça y est, maintenant, classe. On a démocratisé les cheveux bouclés. Donc, tout le monde a compris que, gars, ils m'ont tanik, charham bouclé, qui est kératine. Mais, ouais, ça a été, c'est-à-dire que jeune, je me permettais pas certains quartiers, ou du moins j'attachais mes cheveux, même au Guide Constantine. Quand je sortais pour faire des courses et tout, automatiquement, j'attachais mes cheveux. Maintenant, non. Et c'est vrai qu'on ne me regarde pas. Mais non, les cheveux, non, ça y est. D'ailleurs, même tellement de cheveux bouclés, maintenant, j'ai envie de les raidir. Donc, non, j'ai pas de problème avec mes cheveux. Si, j'ai des problèmes parfois, j'ai pas envie de les coiffer. Mais je pense pas que tu parlais de ça. Non. Et avec ton ego, tu te sens comment avec ton ego? Ouais. La baisse, elle est. Ouais. Il a raison. Quand il est pas content, il a raison. Alors, au final, wesh. Je
c'est pas, il est pas démesuré, ou j'ai réussi à le dire, démesuré, il est pas non plus piétiné. Il t'aide à avancer? Ah bah oui. Ouais. C'est lui qui avance. Moi, je suis derrière. C'est lui qui a ça le boulot, en fait. Hein. Ouais. Et du coup, tu lui fais confiance, tu le suis? Oui. Oui, j'ai pas 20 ans, donc oui. On approche de la quarantaine, ça va. Il a pas foiré, quoi. Ta plus grande réussite, à part ton fils et ton entreprise? Je considère pas mon fils comme étant ma réussite. Déjà parce qu'on était deux. C'est une création. D'accord. Mais et puis on n'a pas fini, donc on peut pas savoir encore. Ouais. Voilà. Le résultat. Mon entreprise, oui, c'est une grande réussite, oui. Non mais je dis. Ouais, à part. Voilà. À part. Là, je vais le dire. Parce que tu sais, moi je vais dire pourquoi je vais dire ça. Déjà parce que je dis les choses, il n'y a pas de problème. Et tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est grâce à des gens qui m'ont donné à un moment donné, ça peut être une phrase, un outil, une opportunité, etc. Et je me sens redevable, c'est-à-dire, mais je me sens obligée de repartager. Il y a un truc, ma réussite, ouais, c'est bon, on va dire, la fin, elle s'aime beaucoup cette nana, je m'accepte, c'est pas pareil. L'adolescence, j'étais une autre personne, c'est-à-dire entre 15 et 18 ans, j'étais une toute autre personne. Je dis toujours comme toute adolescente, on manque de confiance en soi, on a peur, on appréhende, on ne se sent pas forcément utile ou aimé, etc. Et c'est très con, c'est un voisin. Je chantais avec lui, en fait il jouait de la guitare, ouais, il était plus âgé, il avait 10 ans entre nous, il jouait de la guitare et moi j'adorais écrire des chansons, des poèmes et tout, et Zama j'écrivais des poèmes où moi il mettait la musique et puis je chantais, et je sais pas, je me rappelle même pas du contexte, vraiment, ni de pourquoi on a entamé sur ça, j'ai aucun souvenir. Mais il avait dit, je sais même pas si d'ailleurs il me parlait même pas, moi il parlait à quelqu'un d'autre, à une voisine, ou je me rappelle plus. Il avait dit, je devais avoir 13, 14 ans, enfin, l'âge bête, ou 15 maximum, et il dit, à 18 ans tu seras belle. Et en fait, je suis restée. La phrase fait assez qu'à 18 ans, j'allais être belle. Et si j'allais être belle, beaucoup de choses allaient changer. Mais la beauté, pas forcément physique, c'est-à-dire c'était un tout. Être belle, pouvoir faire des... Je sais pas si tu arrives à me comprendre. Et donc, chaque anniversaire, ou chaque échec, ou à chaque fois que je doutais, ou à chaque fois que j'étais mal, ou que je pleurais parce que j'étais amoureuse d'une énième garçon qui ne m'avait pas regardée, je me disais, mais c'est pas grave ça. À 18 ans, tu seras belle. Quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai passé un seul anniversaire, j'étais toute seule, je connaissais personne, alors je passais d'un groupe, j'ai toujours beaucoup d'amis, là, on me disait, t'as trop d'amis, donc je passais de groupe ZEF à personne, et je me disais, ok, c'est un flop total, t'es 18 ans. Déjà, moi je suis très superstitieuse, mes anniversaires, ou là, le réveillon, il faut qu'il soit bien, parce qu'il va représenter l'année, des superstitions à la con. Et je me dis, tu viens de foirer tes 18 ans. C'est la merde, donc ça veut dire que ma vie, je vais finir toute seule, puis je sais même pas pourquoi je suis là, parce que je savais pas pourquoi j'étais là, etc. Et là, je dis, mais tu as 18 ans, tu es belle. J'ai eu mon premier petit copain. Et pour moi, il y a eu avant et après 18 ans. Dans ma personnalité, dans ma façon d'être. C'est des phrases comme ça à la con. Et en fait, ma réussite, je pense, c'est d'avoir réussi d'être la nana que je voulais être à 15 ans. En fait, les trucs, tu dis, mais c'est pas grave. Maintenant, c'est pas bien, mais tu vas réussir à faire parce que ça et ça. C'est chouette. Les 2 questions rituelles de Machaho, les 2 dernières. J'ai pas révisé. Quelles sont ou quelle est la personne que t'aimerais écouter à Machaho? Tous mes amis, toutes les personnes que je côtoie, je les aime tellement, ils sont tellement intéressants que, ouais, j'ai envie tous de les ramener. Moi, j'adore les vieux. Ouais. Des seniors, faut dire seniors maintenant. J'adore. J'ai envie de les prendre dans mes bras. En plus, j'ai pas connu ma grand-mère paternelle, ma grand-mère maternelle est morte j'avais 15 ans, donc il y a le manque, je pense, de grand-mère, et pour moi c'est eux, en fait, l'identité, ce que tu es, quoi. Ta famille, tes origines, j'aime beaucoup ça aussi, plus de Machaho pour le coup. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi Machaho? Alors, qu'est-ce que pour moi Machaho? Je vais pas aller sur la définition de Machaho, qu'est-ce que Machaho et tout, mais vraiment ce que j'ai ressenti. Je ressens nostalgique, bizarrement. Je
ressors nostalgique, alors qu'on n'a pas parlé de faits et de dates. Mais je ressors un peu nostalgique. Si je devais mettre un nuage de mots, le mot thérapie, je le mettrais. On devrait brainstormer là maintenant. Oui, le mot thérapie, je le mettrais. Mais les non-dits, voilà. Il y a beaucoup de non-dits. Non pas parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne nous a pas posé la question, tout simplement, ou parce qu'on ne s'est pas posé cette question. C'est, ma chérou, c'est des non-dits, c'est... thérapie, c'est fort, parce que thérapie, je suis censée te payer déjà et t'es censée me porter une solution. Mais pas dès la première fois. Ah, la Bunjo. Non, dans la thérapie. Dans la thérapie, pas la première fois. On accompagne, mais... Moi, je sais que déjà je sais parce que je vais mettre mon masque. Moi, j'adore les masques finalement, c'est bien parce que moi, je parle beaucoup en marchant. Ouais. Et là, tu peux le faire. Je commence à chanter, personne ne sait, je parle, j'adore. Donc, je sais que je vais commencer non pas à débriefer, parce que j'assume en général ce que je dis, il n'y a pas de souci. Faut qu'on écoute quand même. Non, plus sérieusement, mais je vais plus être en mode, pourquoi t'as dit ça, en fait? Voilà. Donc, les non-dits. Ouais. Merci beaucoup, c'était agréable. Merci. Merci à notre invitée d'être venue nous raconter sa Meshahou. Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahou, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahou en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahou et à très bientôt.